à tous et bienvenue pour l'émission BVE Booster votre énergie du mois d'avril. Le B, c'est bouger le corps. Le V, c'est vibrer avec le cœur pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravie de vous présenter Sébastien Cazodehors. Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie, Merci bien d'avoir répondu à l'invitation. avec grand plaisir. Alors, pour te présenter, ben, j'ai envie de dire que initialement, hein, tu es anthropologue. Ah, j'arrive pas à le lire. Anthropobiologue, c'est bien ça? Ouais, Tu as oui, aussi suivi de nombreuses formations en lien avec le développement personnel, comme l'hypnoseéricksonienne, la PNL, la psychogénéalogie, le décodage biologique. Et également, tu as aussi suivi eh bien, des enseignements des chamans amazoniens. Tu es oui, aussi bien l'auteur d'essais, d'ouvrages de développement personnel et de romans. Et ouais. aujourd'hui, eh bien, on va parler de ton dernier livre qui s'appelle Éduquer votre cerveau pour devenir maître de votre vie aux éditions Le Duc. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, eh bien, déjà, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce cerveau, sur ce sujet, bah, sur le cerveau, hein? Alors ça a été un peu depuis que je faisais mon doctorat sur ce sujet-là, hein, donc parce que vraiment anthropobiologue, moi je travaillais effectivement sur la cognition et sur la relation qu'on a instinctuellement avec notre environnement. Donc comment est-ce qu'on réagit systématiquement à ce qui se passe avec notre environnement. Donc le cerveau évidemment a un rôle prépondérant à jouer, ne serait-ce que parce que inconsciemment beaucoup de choses sont gérées sans qu'on s'en rende compte. Donc, ce qui m'a amené à faire ça petit à petit, c'est que en développant tout un tas d'outils, en poursuivant mes recherches, même que ce soit en PNL ou même au milieu de l'Amazonie, il y a des outils qui finissent par s'accumuler, des constatations qu'on fait, des règles qu'on voit qui s'imposent petit à petit. Et je me suis dit, c'est très important de bien toujours les conserver. Donc, je les rangeais toujours systématiquement dans un dossier. Et finalement, le dossier s'accumulant et s'épaississant, ça finissait par donner un guide, plein d'outils, et que j'ai remis un peu en cohérence pour expliquer effectivement à tout le monde comment ces petites règles qui dénotent vraiment du fonctionnement du cerveau, comment toutes ces petites règles affectent nos vies et comment est-ce qu'en s'en rendant compte, on peut effectivement reprendre un peu cette partie du contrôle pour pas laisser l'inconscient tout faire. Et alors, à qui tu as envie, à qui s'adresse ce livre? Là, celui-là, c'est vraiment un livre simple et facile d'accès, donc même les adolescents peuvent tout à fait l'ouvrir et ça fonctionnera parfaitement. C'est systématiquement mis avec une partie en bref, une partie en clair et une partie pratique. Donc vraiment, on est dans une théorie bien très simplement expliquée et avec une application directe. Oui, c'est vraiment ce que j'ai retenu, hein, c'est vraiment ce côté pratique avec des outils à expérimenter. Puis voilà, ce petit encadré bref qui fait la synthèse. Après, tu nous donnes évidemment les recherches que tu as pu faire aussi. Donc effectivement, vous voyez, c'est toutes les personnes qui ont envie en fait d'avoir des clés parce que le fonctionnement du cerveau, hein, c'est un vaste sujet. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu déjà, toi, la base, ben, c'était 4 règles de fonctionnement. Comme tu vois, le cerveau qui comprend pas il comprend pas le négatif, tu vois. Des fois, j'aime Ouais, les quatre phrases. oui, Ouais, j'allais dire, c'est quasiment le piège habituel. Et en fait, énormément de choses découlent de ces quatre-là. Donc, la première, effectivement, c'est que le cerveau n'est pas capable de comprendre le négatif. Et on le compare souvent à un ordinateur en disant que c'est toujours 0 ou 1, en mm, disant que c'est oui ou non. Mais c'est pas exact. 0 ou 1, c'est oui ou rien. mm, Vous voyez, donc le truc est important. C'est-à-dire que la différence là est essentielle. C'est-à-dire que pour le cerveau, il n'y a pas de négatif. Il mm. y a juste une impulsion qui passe ou pas d'impulsion. S'il y a une impulsion qui passe, ça va entraîner quelque chose. S'il n'y en a pas, ça n'entraînera rien. Voilà, donc c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que si on dit au cerveau, du coup, comme il n'a pas de négatif, ne pense pas à un éléphant assis dans une tasse de café, instantanément, lui, il fait son travail et il va générer l'image de l'éléphant assis dans la tasse de café. Et on ne peut rien y faire parce que le ne pas ne veut rien dire pour lui. Lui, il entend juste la succession des mots et il réagit par rapport à ces mots-là. On ne peut pas lui dire de ne pas réagir par rapport à quelque chose, c'est déjà qu'il est en train de le faire.
Et ça, je trouve que c'est super important de le dire parce que c'est la façon dont on se parle et des fois, on veut se donner des phrases rassurantes, mais sauf qu'on met ce «ne pas» et effectivement, C'est ça ça, donne pas la c'est bonne ça. Il y information. a il y a il y a souvent trop souvent les personnes qui sont concentrées sur ce qu'elles ne veulent pas dans leur vie Mmh. et finalement, elles ne sont concentrées que sur une chose, à donner que toute leur énergie, toute leur attention, donc à vraiment à mettre toutes les ressources du cerveau uniquement sur un seul but. C'est cette espèce de ne pas quelque chose, je ne veux pas être malheureux ou, je ne veux pas être je sais pas quoi ou je ne veux pas rencontrer des personnes qui me font du mal. Le cerveau finit par ne entendre que la version positive de ça parce qu'il n'est pas branché pour faire autrement. Donc je pense que ça, c'est déjà une première clé qui va pouvoir vraiment aider beaucoup de personnes. Donc déjà retenez et voyez comment vous allez pouvoir mettre en pratique et comment maintenant vous allez pouvoir changer la façon dont vous vous parlez. J'aime bien Ouais. tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Sur ce point-là, non. Après, c'est les 3 autres, mais en fait, elles sont je sais pas, tu as dû remarquer, mais les 3 sont liées les unes aux autres, Mmh. ça découle, systématiquement. Donc effectivement, c'est que le suivant, c'est que le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la fiction. En vrai dans la réalité, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité consensuelle. On est uniquement dans une conception virtuelle des choses. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais un objet uniquement pour l'objet. On a ça, c'est ce qu'on a, ça devient instantanément ce qu'on appelle un objet mental, puisqu'il représente quelque chose pour nous. On a une expérience par rapport à ça, on a des mémoires par rapport à ça, on a un émotionnel par rapport à ça. Moi, je prends toujours l'exemple du chien parce que c'est quelque chose d'assez facile. Le chien, c'est quand on regarde deux personnes regardent un chien, elles ne voient pas le même chien. Quoi qu'on fasse, on ne voit pas le même chien. Ça peut paraître très bizarre en disant, mais si la réalité fait que, non, le chien, effectivement, on va voir des choses similaires d'une personne à l'autre, mais on n'a pas le même passé avec ce chien-là ou avec les chiens en général, on n'a pas le même émotionnel, on n'a pas, il y a tout un tas de choses, donc c'est multidimensionnel, ce qui fait que cette idée de réalité, elle est quasiment absurde, sachant que le cerveau traite absolument tout l'environnement comme une accumulation d'informations totalement virtuelles et multidimensionnelles. Et c'est pour ça que ça marche. Je pense à cet exercice de visualisation positive quand on fait de l'imagerie mentale, de voilà, de Absolument, oui. Et ça marche quand on va au cinéma regarder un film de science-fiction, on a une réaction émotionnelle parce que effectivement, pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc c'est sûr que c'est l'image qu'on prend souvent de dire que un couteau peut couper aussi sûrement, enfin un mot peut couper aussi sûrement qu'un couteau. ouais, c'est vrai que ce que nous dit, ouais. Et donc la Parce que 3e, ça peut, voilà. donc la 3e, c'est que le cerveau, il croit toujours ce qu'on lui dit. Mmh. Voilà, ouais, c'est le principe. Moi, je dis toujours, c'est votre meilleur ami. Il va toujours vous écouter et il va toujours croire ce que vous lui dites. Et ça, parfois, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est un problème parce que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, des âneries, on s'en raconte des paquets. Et la problématique, effectivement, c'est quand on en vient carrément à avoir un discours qu'on tourne vers soi-même de dévalorisation, qui est relativement négatif, qui va dans le sens de quelque chose qui va rabaisser, qui va nourrir une certaine incomplétude, là, ouais, c'est-à-dire que dans ces cas-là, le cerveau, lui, il va continuer sur ce plan-là, puisque c'est son boulot, c'est ce qu'on lui demande de faire. Donc, il le fait. Je dis toujours que votre cerveau va toujours vous écouter, ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas que ce soit idiot, mais il va le faire quand même. Mmh. Ouais, c'est clair et comme ça effectivement, c'est la 4e qui dit que votre cerveau rend réel tout ce qui est important pour vous, bah, ça en découle, Ça en découle, et ça, c'est le principe de quand on se concentre énormément sur quelque chose, et là, ça rejoint le principe de la loi d'attraction. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment avec d'énormes pincettes, parce que c'est quand on commence à effectivement se concentrer sur quelque chose en particulier, on attire cette chose à nous. Pourquoi? Parce que le cerveau est uniquement focalisé sur la recherche de. En fait, on est en train de le programmer pour chercher quelque chose en particulier. Donc, encore une fois, si on se programme sur notre incomplétude, on dit, le cerveau va donner raison à notre système de croyance. C'est ça, il va faire en sorte que rendre réel tout ce qu'on croit et tout ce qu'on répète et tout ce sur quoi on se concentre. Donc ça, c'est ce qui fait qu'on donne raison à notre système de croyance et c'est ce qui fait qu'on finit par attirer ce qu'on demande.
En fait, je prends juste un exemple. Je me disais, des fois, en voiture, on peut focaliser sur une voiture qu'on veut voir, je sais pas, je veux dire une Clio. Et en fait, on voit après que des Clio parce que le cerveau, bah, je pense, a fait on a donné l'information au cerveau et après, on verra sur le chemin que c'est. Et c'est l'idée aussi des femmes enceintes qui se mettent à voir des femmes enceintes partout. Mm, tout à Parce fait. qu'elles ont ça en tête en permanence et du coup, elles se mettent à voir des femmes en fait, il y en a partout. Il y en a partout. Elle voit plus que ça, alors Et que bah, voilà, c'est comme pour vraiment donner voilà, ce cerveau, on lui donne l'information, bah, ouais, voilà, ouais. c'est super intéressant. Hein. C'est vrai qu'on Alors, c'est génial, mais c'est à double tranchant. C'est voilà. toujours pareil. C'est-à-dire que ces quatre règles-là, si on en a conscience, c'est super. On peut faire attention à vraiment à la manière dont on se parle, de la manière dont on formule les choses pour soi et de nos pensées par rapport aux autres ou par rapport à soi-même, peu importe, puisque ça revient finalement à refléter la même chose. Si on est dans la critique de l'autre, c'est qu'on est en train de nourrir une certaine incomplétude ici. Mm, Si on nourrit l'incomplétude ici, voilà, ça devient mm, un cercle vicieux rapidement. tout à fait. Alors, il y a un autre chapitre que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est votre cerveau est votre allié émotionnel. Ouais. Et je trouve que c'est, bah voilà, ça c'est important. Et voilà, j'aime bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur ce chapitre? Alors ça, c'est tout le truc sur l'émotionnel. C'est-à-dire que là, quand je dis parler d'épée à double tranchant, c'est vraiment une des plus affûtées, on va dire. Pourquoi? Parce que l'émotionnel, malheureusement, c'est quelque chose auquel on fait confiance de manière quasi aveugle. C'est-à-dire qu'on a une sensation et on se dit, tiens, je suis en colère, je suis amoureux, je suis triste, je suis frustré, je suis quelque chose. Et sans jamais s'arrêter une seconde pour se demander, mais en fait, d'où elle est venue l'émotion à cet instant-là. C'est-à-dire de revenir à pourquoi est-ce que je ressens ça à cet instant. Là, je sens bien, il y a de la colère, ou je suis amoureux, ou quoi que ce soit, mais pourquoi cette personne, pourquoi cette situation, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Parce qu'en fait, systématiquement, c'est jamais un exercice conscient, l'émotionnel, c'est toujours un exercice inconscient. Et on ne prend jamais le temps de remettre en question la raison pour laquelle l'émotion est survenue. C'est là où l'épée à double tranchant vient. L'émotion, elle vient toujours avec un message, en fonction de nos anciennes mémoires et de nos expériences. Si c'est de la colère, c'est généralement quelqu'un qui a enfreint une de nos règles en nous marchant sur les pieds. On n'aime pas qu'on nous marche sur les pieds et qu'on nous dise pas pardon. La règle est enfreinte, on se met en colère. Ça marche avec plein de choses selon les personnes. Mais c'est spécifique à chaque personne. Et parfois, on réalise que je suis en train de me mettre en colère. Finalement, c'est à moi que ça fait du mal parce que l'autre, la plupart du temps, s'en fiche totalement. Ou alors, s'il s'en fiche pas, on va être deux à se mettre en colère, ce qui va escalader le problème et je vais être en colère pendant 2 jours. Mais finalement, c'est toujours à moi que ça fait du mal. Est-ce que la raison pour laquelle je me mets en colère est valable? Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle fait avancer quoi que ce soit? Le cerveau, lui, il fait que ramener le message. La sensation, elle fait qu'attirer notre attention sur le message. La problématique chez beaucoup de gens, c'est qu'on se concentre sur la sensation et pas sur le message. Donc on vit l'émotion à plein régime, à plein tube, on se met en colère, ou on est dans la frustration, ou on pleure parce qu'on est triste, ou on est dans l'élation parce qu'on est amoureux, mais on ne prend pas une seconde en disant est-ce que c'est vraiment le bon moment, la bonne raison, la bonne personne, ce qu'il faut exactement pour moi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment d'aller après, d'écouter le message et de réajuster après avec. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le cerveau, lui, il va faire son travail. Si nous, on décide de avancer aveuglément en réaction, c'est-à-dire sans remettre en question, on n'est que dans la réaction. C'est-à-dire, je ressens la colère, je me mets en colère. Je sens la frustration, je m'agace. Oui, si on ne remet pas les choses en question et qu'on ne les recadre pas dans un contexte en disant mais d'où ça vient ce truc-là et pourquoi est-ce que mon cerveau... Ok, ça il me balance parce que c'est vrai que je lui ai dit pendant les 10 dernières années qu'à chaque fois que quelqu'un me faisait une queue de poisson, je devais m'énerver. Donc maintenant, systématiquement, le conditionnement est mis, l'émotion arrive directement dès l'instant où il y a une voiture qui se rabat un tout petit peu trop près devant moi. Mais c'est pas forcément nécessaire, c'est pas voilà. Donc ça peut être relativisé parfois et de remettre les choses dans un contexte qui va être plus raisonnable Ouais, mais j'aime se dire de, voilà, d'aller écouter le message et de transformer après et de savoir ce qu'on en fait, et savoir ce qu'on en fait. plutôt que de réagir toujours dans l'inconscient, c'est-à-dire sans remettre en question
Parce que finalement, c'est toujours de se dire qu'on est en train de réagir par rapport à des vieux dossiers. Mmh. Parce que Et ça, c'est des comportements qui sont engrammés depuis des années ou qui ont été engrammés il y a des années, qui fait qu'on réagit de manière spécifique dans une situation particulière. ouais, et donc d'ailleurs, tu as aussi un chapitre sur les valeurs et les croyances pour, aller décoder avec des petits exercices, pratiques aussi à mettre en place, et toi, c'est d'aller chercher un peu la cause et puis après d'aller voir, de déprogrammer, et ça, c'est bien parce que C'est tu nous demandes est-ce que tu aurais un exemple par rapport à, aux valeurs et aux croyances, ouais, il y a tout un chapitre que j'appelle la dynamique des valeurs et des croyances. Elle est importante parce que on encense souvent les valeurs et on dénigre parfois les croyances parce qu'on en a beaucoup qui sont pas, qu'on juge comme étant pas hyper positives, hein, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Je dis qu'en fait, la plupart de nos comportements sont gérés par des croyances et la plupart sont gérés par des croyances que j'appelle excluantes. C'est-à-dire qu'on peut monter dans une voiture, on peut conduire sur le trottoir et écraser les gens dessus, mais on ne le fait pas parce qu'on a une croyance qui nous dit qu'on ne peut pas le faire. Tu vois le truc? Donc on exclut une partie de comportement pour pouvoir agir socialement. Et plus la société est complexe, plus on a un nombre de croyances excluantes qui va être faramineux. On a des milliers, des milliers, des milliers dans tous les sens. Bref, et ça, c'est cette dynamique qui commence à être intéressante. Pourquoi? Parce que on exclut des possibilités comportementales systématiquement. Même une croyance facilitante est une croyance excluante. On s'élimine une partie de comportementale possible. Mais bizarrement, ce sont les croyances qui définissent les valeurs et pas le contraire. On a tendance à croire que c'est les valeurs qui vont donner le ton de tout, mais non. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, deux valeurs similaires, deux valeurs principales similaires à une autre personne, mais nos croyances font qu'on va gérer ces deux valeurs d'une manière totalement différente sur le papier et dans la pratique. Je prenais l'exemple dans le livre, je pense que c'était dans le livre, c'est dans celui-là, où l'exemple de deux hommes qui ont une valeur famille et professionnelle en tête de liste. Hein. Pour eux, les deux, c'est les plus importantes. Seulement, il y en a un qui a la croyance qu'il faut absolument passer énormément de temps avec sa famille pour pouvoir justement remplir cette valeur famille et faire 9h, 17h au boulot de manière très sérieuse. Parce que le temps passé en famille, c'est ce qu'il y a de plus important pour réussir, c'est sa croyance, hein, pour réussir à remplir cette valeur. Et l'autre, bah, par exemple, son autre croyance, ça sera de dire, il faut absolument que ma famille ne manque de rien. Donc, il va travailler 14 heures par jour et il ne sera jamais là. Mais les deux ont les mêmes valeurs, seulement les croyances ne sont pas les mêmes. c'est intéressant, hein, de voir qu'on est vraiment unique et qu'on va réagir différemment en C'est fonction. une constellation, ouais, c'est à chaque fois, chaque valeur est une constellation de croyances et avec des croyances qui se croisent d'une valeur à l'autre. Donc ça marche aussi. Ouais, Et hein. le plus amusant, c'est que il est même possible que les gamins du premier père lui disent qu'ils n'ont pas assez de trucs pour eux et que les gamins du deuxième se plaignent qu'ils ne soient pas assez là. Après, ça fait des croisées, ça fait plein de choses. Donc après, c'est ça. Donc c'est d'en avoir conscience et puis après de voir bah, comment toujours on peut faire pour les améliorer. Et il y a C'est aussi un ça. chapitre sur croquer. Alors, tu sais, là, c'est plus dans le cerveau, votre allié. Alors, j'aimerais bien Ok. croquer, voilà. Gros quai, ouais. C'est un mot bizarre, ça a toujours fait marrer. C'est un auteur. Moi, je suis je ne lis rien d'autre que de la science-fiction. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que j'écris absolument pas de science-fiction et que j'écris uniquement sur le cerveau, le développement personnel ou ce genre de choses, mais je ne lis que de la science-fiction. Et Robert Heinlein avait a écrit un livre qui s'appelait En terre étrangère. Voilà. Très bon, très très bon livre, excellent livre. Et dedans, il y a ce mot qui existe, qui s'appelle groquer, qui effectivement veut dire comprendre quelque chose, mais intellectuellement, mais jusqu'au niveau cellulaire. En gros, dans la traduction, groquer, ça veut dire à la fois comprendre et à la fois ingérer de l'eau. Pourquoi? Parce que quand on ingère de l'eau, il se diffuse partout dans le corps, l'information de l'eau se diffuse partout dans le corps et rejoint l'information générale. Et groquer, c'est ça, c'est quand on arrive finalement à comprendre quelque chose jusqu'au fond de ses cellules, c'est-à-dire que le corps participe à la compréhension de quelque chose. C'est ça qui est hyper important, c'est-à-dire que
Oh, je le vois souvent en séance quand j'ai des personnes qui viennent me voir, ils disent: «Oui, ça j'ai compris». Je fais: «Oui, oui, tu l'as compris là». Mmh. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tu le comprends intellectuellement, il y a pas de problème. L'enchaînement des mots, le concept est compréhensible, mais tu l'as pas compris de manière intégrée. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui devient naturel dans la vie de la personne. Vous voyez? C'est ça, c'est la différence entre comprendre et croquer. Parce que le mot existe pas en français, donc je l'ai chopé là-dedans parce que c'était le plus logique et je dis: «Bah oui, évidemment, je vais pas m'embêter, je vais prendre un anglicisme, et puis ça ira très bien». Mais j'aimais bien justement cette notion, bah, justement d'aller, dans le corps pour aller aussi, intégrer, ancrer. Donc c'est, Oui. de comme tu dis, effectivement, on donne l'information, on dit: «Oui, oui, j'ai compris», mais on peut l'avoir, compris ou juste entendu, mais de le mettre en application et de le ressentir, C'est ça, c'est-à-dire que c'est dans le ressenti que ça se fait toujours, ouais. mmh, Bah, c'était pour ça aussi que, pendant des années où j'ai travaillé dans l'Amazonie, avec l'ayahuasca, on est toujours en lien entre l'esprit et le corps systématiquement. Donc chaque compréhension se fait dans le corps avant de se faire dans l'esprit, avant qu'elle devienne intellectuelle. Donc c'est toujours très intéressant. et ça, c'est un peu le but de ma chaîne YouTube, booster votre énergie avec de bouger le corps, de vibrer avec le cœur et d'écouter l'intuition. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment reconnue et que j'avais envie, bah, voilà, que tu partages, cette idée, de ce néologisme, hein, qu'on ne connaît pas, Ah, mais c'est un néologisme, ouais. Ouais, ouais, totalement. Mais et quand on a un mot, on a besoin d'un mot parce qu'on n'a oui, pas quelque chose qui mmh, décrit quelque chose, qui dit faut le une idée ou prendre. un concept suffisamment clairement, on Mmh. le trouve. Ouais, voilà, faut le prendre. En tout cas, c'est super intéressant. On va pas dé Pour info, il existe dans le dictionnaire, hein. ah, Pas français, mais il existe dans le dictionnaire anglais. d'accord, donc il existe bien. Il existe bien. Mmh. Donc comme je dis, on va pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre parce qu'il est vraiment précieux, il est bien répertorié avec des chapitres. Juste une dernière chose pour donner encore un peu envie au lecteur de plonger dans le livre, c'est la qualité de notre communication. Tu l'as dit tout à l'heure par rapport déjà à comment on se parle. Est-ce que tu aurais envie de nous donner un autre exemple ou par rapport à son cerveau et comment on se parle? Et là, il y en a des milliers, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tous tendance à le cerveau, j'allais dire, en PNL, on dit toujours qu'il faut penser orienté solution. C'est-à-dire qu'on doit avoir nos pensées qui sont orientées solution. Le problème, c'est qu'on travaille avec un outil qui est orienté problème. Systématiquement, c'est son boulot. Mmh. Son boulot, c'est de détecter le danger, de comprendre le danger, de savoir comment éviter de gérer le danger, etc. Donc, en fait, lui, il a une orientation problème naturelle. Donc, c'est quelque part cette espèce de contradiction entre les deux, où naturellement, on se concentre sur ce qui nous fait peur, ce qui peut nous poser problème, ce qui met la survie en danger, ce qui menace notre capacité de gain de temps pour la survie et toutes ces choses-là. Tu as dû voir le chapitre, hein, sur le gain de temps. Voilà, donc toutes ces choses-là, le cerveau alpaguer son attention. D'ailleurs, la plupart de nos mémoires, j'allais dire les plus intenses, la majorité de nos mémoires les plus intenses, sont pas forcément les plus agréables. Et non. Mmh. Pourquoi? Parce que les expériences qui ont été problématiques un jour, pour lui, ce sont celles qui sont les plus intéressantes. Parce que c'est celles qui nous ont permis de dépasser à un moment donné un danger, ou pire, si le danger n'a pas été dépassé, de pouvoir justement revenir dessus, d'où le principe de répétition systématique où on replonge dans les mêmes situations parce que le cerveau cherche encore une solution à quelque chose. Euh, Lui, il est dans la réponse, mais on cherche toujours une solution pour sortir d'un problème. C'est la différence entre les deux, entre la réponse et la solution. Donc, quand on est effectivement avec une communication qui se retrouvent alpagués dans ce fonctionnement-là, on va avoir une communication avec soi-même qui va être liée à cette approche problème et pas approche solution. Donc on a tendance à perdre ça de vue et ça, c'est la plus grosse difficulté. Ouais, c'est vrai que l'humain, on est toujours en train de voir ce qui va pas en premier plutôt et souvent il y a 5 qui vont pas sur une situation et les 95 vont, mais on va être focalisé que sur les 5. Donc après, c'est tout un exercice, hein, c'est de s'entraîner, la répétition, comme tu le dis aussi dans ton livre, pour, eh bien, essayer d'inverser un petit peu la tendance ou en tout cas de En fait, c'est tout le principe, c'est-à-dire qu'on est habitué à reprogrammer notre cerveau régulièrement et systématiquement, mais généralement pas pour les bonnes choses. C'est général. On est très très fort pour se mmh, reprogrammer
Bien. pour vraiment se pourrir la vie parfois avec des trucs pas possibles, alors qu'on se dit: «Oh bah non, non, si je dois sortir de ça, ça va être un enfer, je vais pas». Mmh. Tu as réussi dans un sens, pourquoi tu arriverais pas dans l'autre? Pourquoi? Parce que quand on doit le faire consciemment, on a l'impression que ça devient laborieux, que ça devient, problématique, complexe, compliqué, difficile, tout ce qu'on veut. Alors qu'on est capable de le faire sans s'en rendre compte. Mmh. Ouais, c'est ça. Juste parce que, on est tellement à fond dedans et on est tellement accroché, par notre incomplétude et qu'elle paraît tellement naturelle et qu'on est tellement en accord avec, ouais, c'est le principe de la zone de confort. C'est pas du tout confortable. Comme je dis, hein, ça on a de la excuse-moi, mais on a de la merde jusque-là, mais c'est la nôtre, on connaît l'odeur et c'est pas grave. On n'ose pas changer parce qu'on sait pas si ça va pas passer là et si on sera pas capable de gérer l'odeur. Non, c'est clair, ouais. On va finir sur une autre note. Quand comme tu dis, il y a une phrase que je vais reprendre, c'est aussi de trouver, de la joie dans tout ce que l'on fait. Après, Ouais. inverser aussi ou pour avoir ces petits moyens mémotechniques pour finir sur, une note plus positive. Donc là, c'est de comment aller, bah, voilà, mettre dans son quotidien cette joie d'être dans le moment présent, de C'est ouais, bah, c'est le principe, des, philosophes grecs, du bonheur en passant par l'excellence dans tout ce qu'on fait. mmh, C'est-à-dire que on ne fait pas les choses, en fonction d'une attente de résultat, on fait les choses parce qu'il faut les faire parfois et que c'est pas un problème. Il y a des trucs qui sont plus marrants que d'autres, hein, il y a pas de souci avec ça, mais que dès l'instant où on fait les choses bien pour les faire et pas pour un résultat attendu, ou quoi que ce soit, on change notre manière d'aborder notre relation à l'action et à ce qui doit être fait dans nos vies. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on change la relation à nous-mêmes avec ça. tout à fait, ouais. Mmh, c'est ça, hein. Parce que ça va aussi impacter sur la communication. Mmh, Si on regarde un truc et qu'on commence déjà à souffler, dire: «Oh là là, c'est l'horreur, c'est j'en peux pas, je peux plus, je peux machin». Le cerveau, il fait: «OK, je comprends». Et puis il est d'accord puisqu'il croit tout ce qu'on lui dit. tout Et à on fait, revient toujours sur le même principe. voilà. Et du coup, par contre, si on aborde les choses, avec une idée d'excellence et parfois simplement en changeant, la position des épaules, en remontant la tête ou quoi que ce soit et en changeant cette idée, en disant: «Tiens, je vais le faire bien juste pour voir comment ça fait». Ouais, Et ouais, on change la manière d'aborder les choses et on change l'émotionnel qui va accompagner l'action et la manière de faire les choses. Si on cherche toujours systématiquement, à se focaliser sur le résultat, on n'est pas dans l'action, on n'est pas à ce qu'on est en train de faire. ouais, ça c'est beau ça. Ça et ça c'est vraiment voilà, c'est un beau message à transmettre. Voilà, c'est ça, c'est comment, prendre du plaisir, trouver la joie et c'est un entraînement aussi, hein, parce que voilà, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est pas inné, c'est pas toujours un il y a des gens que c'est plus facile Ah, que d'autres, mais, et c'est et à vous de et le choisir. pro et le ouais et le plus gros problème avec une attente, c'est qu'on invite la déception, Ouais. systématiquement. Pourquoi? Parce qu'on attend un résultat en particulier et que si jamais on n'a pas le résultat parce qu'on a besoin de voir d'avoir autre chose ou de vivre autre chose, on n'aura pas ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien me dire cette phrase, tu vois, quand il y a une problématique, c'est de dire: «Bah, je demande le meilleur». Tu vois, comme ça, il y a pas d'attente sur, il y aura le meilleur pour la Mais situation qui va être tu vois, c'est même le truc, et moi j'ai une phrase qui je l'adore, mais ça fait enrager les gens, je dis: «Ou pas». mmh, voilà, c'est exact Pourquoi? Parce que des fois, parfois, il y a c'est tout bête, mais parfois, le pire dans une situation est ce qui est exactement ce dont tu as besoin. tout à Si tu as fait. le meilleur, ça te fait passer à côté de ce qui t'aurait débloqué autre chose éventuellement, ce qui t'aurait ouvert la porte que tu cherchais depuis longtemps pour quelque chose, qui t'aurait permis de rencontrer. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que la loi d'attraction, il faut la prendre avec des grosses pincettes. Mmh, Le truc, c'est que sur les milliers de possibilités et de résultats qu'on a pour quelque chose, on ne sait pas lequel dont on a réellement besoin. mmh, On sait lequel dont on a envie. oui, Ça, c'est vachement bien. Mais le décalage qu'il existe là, dans notre cerveau, entre l'envie qu'on a et le besoin qu'on a, ouais, je fais tac et ouais, tac. L'envie, elle est là, le besoin, il va être là. L'envie qu'on a de quelque chose et le besoin qu'on a de vivre quelque chose le décalage peut être assez important. ouais, S'il est important et on force une issue sur quelque chose, on force un résultat, on aura ce qu'on a envie, mais on va s'écarter de ce qu'on a besoin. Donc on n'avancera pas. mmh, ouais, c'est bien de faire la différence et puis d'en avoir conscience et Et d'en d'avoir avoir conscience. Ouais, donc parfois
il faut laisser les choses se faire aussi un petit peu. Il y a des trucs pour lesquels c'est pas grave, c'est pas important pour du matériel, ce genre de choses. Mais tant que, tant qu'on n'a pas compris certaines choses, nos besoins vont toujours être similaires. Waouh. Alors imaginez si c'est une histoire avec une personne et dans cette histoire, il y a une notion de violence, il y a une notion de rejet ou ce genre de choses, ou de trahison. Le besoin, il est toujours là. L'envie, elle n'est pas en accord avec ce besoin, mais le besoin est toujours là. Ah, super intéressant tout ce que tu nous dis là, hein. C'est vrai que ça on pourrait en parler pendant des heures. Et j'aime poser aussi une question aux personnes que j'interviewe par rapport à ma chaîne YouTube, Booster votre énergie. Ben, j'ai envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager si je te dis qu'est-ce que tu fais pour booster ton énergie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? C'est de s'atteler à quelque chose. C'est cette idée d'excellence toujours, en se mettant sur quelque chose, en disant on va vraiment le faire et dans le plaisir et vraiment parce que c'est quelque chose d'important ou pas important du tout d'ailleurs en fait, bon même pas d'ailleurs, c'est même pas important du tout, mais c'est juste parce qu'il y a certaines choses qu'il faut faire et que c'est bien comme ça. D'accord. Bah, merci beaucoup. Si tu Et avais un l'énergie suit toujours. Et l'énergie suit. Donc, je rappelle ton livre, Éduquer votre cerveau pour bien vraiment devenir maître de votre vie, hein. Ça, c'est bien de se dire, voilà, je prends les rênes de ma vie aux éditions Le Duc. Si tu avais un dernier message à transmettre aux personnes qui vont nous regarder, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, hein? Devenez le meilleur ami de votre inconscient. C'est beau ça. Ouais, il a plein de choses à nous apprendre sur nous-mêmes déjà. Mm. Mais c'est déjà de faire ami avec lui. Ouais. Ça, c'est la base. Waouh. Trop souvent, on l'a vu comme l'ennemi, c'est pas une bonne Mm. chose. OK. Et ben, on restera sur ça, que c'est notre ami. En tout cas, merci beaucoup, bah, pour ce bel Merci à toi, échange Nathalie. Ouais. et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour, le mois prochain pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. À très bientôt et merci Sébastien. Merci à toi.